Vous le tenez? Tire bien, c'est pour couper. Genre, tire. On est prêt? Tire. Tirez. On y va. N'arrive pas, il est lucide plutôt. Oh, c'est doucement, je comprends. Et voilà. Bravo. On va regarder un petit peu, parce que je ne pas découvert bien. Saison arrive. Moi j'étais tout jeune. Avant Mais t'es le merdu, toi. T'es le merdu. c'est au Chicochi, hein. Ah bon? Oui, bah oui, là. Bonjour monsieur. T'es des Pinois, toi? Non, hein. Non, t'es dur. je vais les ouvrir. Oh, van les ouverts. J'ai filmé Jean-Georges, là. Georges, il ne paye pas. Monsieur le maire, là. C'est monsieur le maire. Du 9 au 15 juin 1964, le 4e Tiger League se passe donc sur la base. Alors, une particularité du Tiger League, c'est un peu comme un match de rugby, deux mi-temps très denses et bien sûr une troisième mi-temps. Et beaucoup de. Voilà, l'entrée du mess officier avait été un petit peu modifiée pour faire le club de tigre. Le 22 janvier 1965, la Douce fête ses 100 000 ans de vol, à l'occasion d'anciens commandants d'escadre, donc le colonel Andrieux, que l'on retrouve ici, le général des Anneaux, le premier commandant de base, le colonel Pellerin, et le colonel Brett, entre autres, qui est aussi une figure de l'aviation commandante. Les FAS, donc les forces aériennes stratégiques, étaient vraiment une entité bien particulière. Et d'ailleurs, sur la base, c'était l'État dans l'État. On ne rentrait pas dans des zones FAS, c'était vraiment les zones FAS de la base. Il y avait bien sûr l'escadron, avec un Mirage-4, comme on voit ici. À côté, c'est la liaison avec un T-33 et un Dassault, 312 Flamand. Mais c'était aussi la zone d'alerte qui se trouvait en bout de piste. À l'époque, avec un demi-tonneau en béton. Et aujourd'hui, 10 ans après, bon, je ne vais pas dire comme la chanson, on s'est donné rendez-vous il y a 10 rendez-vous dans 10 ans, il y a 10 ans après. Et j'espère que vous avoir fait plaisir de pouvoir entendre cette belle histoire.
ans d'activité aérienne militaire sur Cambrai et Lyon, de 1952 à 2012. Vous avez pu découvrir à travers cette exposition une belle rétrospective de cet ancien site militaire qui a fermé il y a 10 ans, plus précisément en juin 2012. Cette initiative collective de la ville de Cambrai est de 6 associations. Les associations de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, de l'ANORA, de l'ANSORA, des anciens et amis de la base aérienne 103, des aides de Cambrai, avec le soutien de la CAC et de la communauté de communes aux artistes marqués. Ce soir, nous avons la chance d'assister à une conférence animée par Éric Cartier, adjudant de l'armée de l'air et de l'espace, ancien militaire de la base 103, en sa qualité de chef de bureau des relations publiques. Il retracera les grands moments de la vie de la base aérienne 103. Il parlera des grandes figures cambraisiennes de l'aéronautique, Blériot, Demeule, Fonval, mais aussi du parrain de la base aérienne 103, le commandant René Bouchon. Il se déroulera également l'histoire des terrains lépinois et de Mernuy au cours des 2 guerres mondiales. Je tiens à remercier d'ores et déjà M. Cartini et les associations organisatrices de cet événement, et sans plus attendre, je laisse la parole aux conférenciers. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie la municipalité de Cambrai de nous avoir permis de faire cette conférence dans un cadre aussi. Je vais donc faire ce survol de l'histoire de la base aérienne 103 qui est si chère à notre cœur. Mais avant, je vais faire un retour en arrière, on est 213 années. Donc, Cambrai, c'est avant tout 2 terrains d'aviation, Épinois au nord-ouest et Mirny au sud-est. Mais avant tout, un autre aviateur qui est très connu de la région, c'est Louis Blériot. Alors Louis Blériot est né à Cambrai le 1er juillet 1872, donc tout le monde le connaît. Il passe sa jeunesse à Cambrai et à l'âge de 15 ans, il suit ses parents à Paris. Il poursuit ses études et sera diplômé de l'école centrale. Fasciné par Clément Ader, il se lance dans la fabrication d'aéroplanes, qui ne seront pas des réussites. Mais il est avant tout un inventeur, il est dans tous les domaines puisqu'il a inventé le char à voile, il a inventé les lampes à acétylène, qu'il a adapté aux motos qu'il fabriquait, ainsi que différents modèles de voitures. En 1909, avec son prototype le Blériot 11, il gagne de nombreux prix lors de différents concours de vitesse. Il améliore son appareil et il s'engage dans la tentative de traverser la Manche. Durant la Première Guerre mondiale, il construit des avions pour l'aéronautique militaire et finit par acheter une société qui est en faillite, la société SAT-32W, on l'aperçoit, sous les ordres du Ritter von Schleich, qui se trouve ici, à côté de tous ces pilotes, certainement de la mascotte de l'escadrille. Un autre aviateur, Oswald Bölke. Alors là, c'est une figure aussi de l'aviation qui a évolué dans le ciel cambréisien. Ce dernier, qui est excellent pilote, a listé les règles fondamentales du combat aérien. C'est ce qu'on appellera le dictat Bölke. Il faut tenir compte de la vitesse de son appareil, l'altitude, toujours avoir l'effet de surprise sur son adversaire, tel que avoir le soleil dans le dos. Tenir compte des performances de son avion par rapport à l'adversaire, attaquer en nombre en faisant attention de ne pas attaquer à plusieurs le même appareil ennemi. Telles sont les recommandations à respecter pour devenir un vrai pilote. Malheureusement, le 28 octobre 1916, il attaque un appareil anglais avec son allié, Erwin Boehm, qu'on voit ici. Et malheureusement, les 2 avions s'approchent, ils finissent au sol, Boehm s'en sort, par contre, Oswald Bölke meurt dans cet accident.
Il avait 25 ans et 40 victoires homologuées. Un autre aviateur très connu dans la région, bon, ici, on voit ici donc, les funérailles de Volk à la cathédrale de Cambrai. Et le jour de ces funérailles, dans la foule, quelque part par ici, se trouvait donc un jeune lieutenant qui portait les décorations de Volk, Van Ferten de Schoeffer, l'as de la Première Guerre mondiale avec 80 victoires aériennes. De l'autre côté, dans le camp adverse, se trouvaient les Britanniques. Donc tout le secteur ici de Cambrai, ce sont des Anglais, enfin les Britanniques qui se trouvaient de l'autre côté du front. Un autre aviateur, pas très connu malheureusement, même à Cambrai, c'est Omer de Meudon. Omer de Meudon, donc, est né le 8 mars 1892 à Cambrai. Il intègre l'escadrille, la SPA 84, excusez-moi, la SPA 84, la tête de renard. Il y a un représentant de la SPA 84. Et justement, cette escadrille renommée a plusieurs astres, dont Omer de Meudon. Il est titulaire de 13 victoires aériennes et une douzaine de probables. Malheureusement, le 3 mai 1918, au cours d'un combat aérien, il est descendu et son corps ne sera jamais retrouvé. Il est classé 22e as français. Un autre aviateur, Gustave Dobel, le frère d'Omer, le frère aîné, est né lui le 16 octobre 1896. Il est d'abord incorporé dans l'infanterie à la déclaration de la guerre. Il passe dans l'aviation comme mécanicien et rejoint l'escadrille de son frère, Omer. Il devient pilote le 18 juin 1918 et intègre l'escadrille numéro 95. La paix est revenue avec son beau-frère, il ouvre un garage à Cambrai de réparation d'automobile. Mais l'aviation lui manque. Il reprend des leçons de pilotage à Douai, à Bavière, et obtient en 1927 son brevet de pilote. Il intègre la compagnie aérienne Air Union. Il meurt dans un accident tragique en Angleterre le 17 septembre 1932. En effet, en finale sur l'aéroport de Croydon, à 6 km de Londres, eh bien, il est en approche de l'embouilleur et il heurte des arbres. Il avait 36 ans. Ensuite, Alfred Fauvel, le virtuose de la voltige aérienne, est né lui par contre à Neuville-Saint-Rémy le 11 août 1893. Il participe à la Première Guerre mondiale, tout d'abord dans l'infanterie, ensuite il passe dans l'aviation. Et il était instructeur pour, donc il n'était pas vraiment dans une unité combattante. À la fin de la Première Guerre mondiale, il est pilote instructeur chez Brand-Solier sur la base de sur le site de Villers-Bouvet. Il invente entre autres le Lean Trainer, l'ancêtre du simulateur de vol, et notamment il écrit en fait un livre sur un manuel de pilotage. En 1920, il est recordman du monde de voltige avec 962 pliés en 3h50. En 1927, il devient champion du monde de voltige aérienne. Et le 28 février 1928, il exécute 1111 loopings en 4h56. Malheureusement, il meurt dans un accident d'avion à Villers-Bouvet, alors qu'il décolle avec un Breguet 14, un autre pilote se pose et il se rentre dedans, collision au sol. Et Alfred Fauvel meurt carbonisé. Il avait 35 ans. Une particularité aussi du terrain de Nierny, c'est que c'était devenu du 27 janvier 3 août 1936 une escale aérienne de la ligne postale Air Bleu, avec des codons Simoun. Malheureusement, cette compagnie a fait faillite quelques mois plus tard, mais on a eu l'occasion de voir des codons ici à Cambrai. 1939 débute la guerre, et à partir du 10 novembre, l'armée de l'air dispatche ses escadrilles sur différents terrains de guerre, et à Cambrai, c'est le groupe de chasse 3-2 qui prend position donc à Nierny avec ses deux escadrilles, l'Hirondelle et la Chinoise. 1940, donc les Allemands construisent une base à Épinois et une autre à Nierny. On peut voir des Dornier 17,
le long de la route de Douai, donc Cambrai-Douai, et on voit ici donc, des appareils en 2017. Du personnel a été réquisitionné pour construire des hangars, des pistes et des taxiways. Ici, donc, ce que les Allemands appellent la Fliegerhorst Cambrai et Pinois, on reconnaît donc, le village des Pinois, la route nationale Douai-Cambrai, Encourt, et on peut voir que de nombreux taxiways, donc des chemins de roulement, avec différents hangars, même au-delà de la route nationale, et les 3 pistes en triangle qui permettaient de décoller quel que soit le sens du vent. Voilà une photo aérienne prise par les Britanniques en 1944, où on voit bien donc, les taxiways qui entourent Encourt et qui s'approchent du village d'Épinois. Bon, par la suite, nous allons reprendre les mêmes infrastructures en allongeant la piste. Voilà, ça c'est la piste utilisée par nos appareils par la suite. Nirny, et bien Fliegerhorst Cambrai Sud, et bien c'est la même chose, de nombreux taxiways, 2 pistes, avec des alvéoles un peu partout, de façon à, en cas de bombardement, de façon à ne pas être que tous les avions ne soient pas détruits en même temps. Donc de 40 à 41, les Allemands avaient donc une escadre de bombardement répartie sur Épinois, sur Nirny et aussi sur Grévillers. La KG2, la Kampfgleiter-Zweig, était équipée donc, du Dornier 17, surnommé les crayons volants, pour leur forme très allongée. Ensuite, de 41 à 44, la deuxième groupe de l'escadre Jagdgeschwader 26, Jagdgeschwader, elle était équipée de Focke-Wulf 190. 2 septembre 1944, Cambrai libéré, et les Britanniques qui s'installent sur le site d'Épinois. Le terrain d'Épinois d'ailleurs était appelé A75 dans la nomenclature de l'époque. On aperçoit que cette photo est prise depuis le clocher d'Encourt. On retrouve donc l'ancienne mairie, prise donc depuis le clocher, et on aperçoit au fond des mosquitos. Voilà, donc le 138e wing, donc l'escadre britannique, était composé de 3 escadrons britanniques, le 107 et le 613, et un escadron polonais, le 305, avec donc des mosquitos. On peut voir que les mosquitos étaient équipés de 4 canons, 4 mitrailleuses dans le nez, et 4 canons sous le fuselage, des canons 20 mm. Ici, donc, cette photo est assez intéressante puisque elle se passe, le briefing de ces pilotes se passe dans la ferme allemande, que de nombreux sont ceux de l'aviation qui ont connu cette ferme allemande lors des exercices, où on desserrait. Et on voit ici, posé sur le mur, on retrouve les 3 pistes, le village d'Encourt entouré des taxiways. Voilà, donc ça prouve bien qu'on est à Cambrai. Les mosquitos, donc celui-ci est un mosquito d'un escadron polonais, parce qu'on retrouve le dernier blanc et rouge. Et au loin, aperçoit le clocher de Souchy-Bétré. À Nirny, par contre, c'était des Américains qui étaient stationnés là, des chasseurs du 15 septembre au 5 octobre, des P-47, 48e Fighter Group avec 3 escadrons. Ensuite, du 8 octobre au 2 mai 45, des B-26 Marauder, le 394e Bomber Group avec 4 escadrons. En faisant des recherches dans les journaux donc à Cambrai, j'ai retrouvé il y a eu énormément de mariages de jeunes filles avec des militaires américains. Ensuite, de mars à juin 1946, stationne sur le terrain d'Épinois donc le groupe de reconnaissance 1-20 Lorraine. Ensuite, eh bien, le terrain est abandonné, les agriculteurs reprennent possession un petit peu de leur terrain, mais ce fut de courte durée. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est plus l'histoire de l'aviation 3. 21 septembre 1950, il y a un avant-projet du futur terrain de Cambrai-Épinois. Depuis 1949, donc la France fait partie de l'OTAN, de nombreux terrains sont créés pour éventuellement pallier avec l'attaque qui viendrait de l'Est. On peut voir sur ce plan l'ancienne piste, les taxiways et des zones de dispersion pour les appareils
ça c'était le projet. C'est sensiblement ce qui a été fait. Pendant ce temps-là, le 1er juillet 1952, la deuxième escadre de chasse et l'escadron Indus en Brésil est créé à Mont-de-Marsan sur un set d'assaut 450 ouragans. Le 15 mars 1953, le lieutenant-colonel Pelleray devient le premier commandant de l'aviation 3. Bon, il faut dire qu'en 1953, à l'époque où il prend le commandement, la base est vraiment en travaux. En lisant de certains documents, on s'aperçoit qu'il y avait des bouts partout, c'était vraiment un chantier. Particularité de notre guerre 103, c'est qu'elle est à cheval sur deux départements, sur le Pas-de-Calais et sur le Nord, et sur les territoires de Sauchimétré, Épinois, Écourt et Sancourt. Du 18 au 22 mai 1953, un exercice a lieu sur la guerre 103, où l'escadron chasse 1-5 Vendée d'Orange et l'escadron Indus en Brésil de Mont-de-Marsan viennent participer à cet exercice. Malheureusement, durant cet exercice, eh bien, on dénombre un mort, le premier de l'aviation 3. Le 21 mai, à bord de son ouragan, le sergent Roger Gervaise s'écrase à Alny, près d'Arras. Le 1er juillet 1953, le 1-12, s'installe enfin à Cambrai. Les deux escadrilles emblématiques, le Tigre et la Guerre. Il y avait également des avions de liaison. Et le 24 octobre 1954, un de ces avions de liaison, le Ciebel, avion allemand qui a été construit sous licence après par les Français, s'écrase malheureusement sur la piste. Au cours d'une remise des gaz, un des moteurs lâche, l'avion part sur la gauche et s'écrase au niveau de la centrale électrique. Malheureusement, 7 personnes sont à bord, le lieutenant Luhmann, le sergent Gavant, le sous-lieutenant Gavant, donc 2 pilotes, 2 mécanos, le sergent Maurice Giraud, le caporal-chef de l'Est, et 3 aviateurs de l'Étoile, Piton et Verstravel, qui, eux, faisaient un vol de récompense. Le 27 avril 1954, à Cambrai est créé le 212 Picardie, avec l'oiseau bleu et le perroquet. Alors, des petits problèmes de vidéoprojecteurs font que les couleurs sont un petit peu trahies, mais bon, c'est bien un perroquet rouge que l'on trouve ici. 15 juin 1954, la 12, puisque c'est comme ça qu'on appelle la 12e escadre, c'est le surnom amical, la 12. La 12 reçoit donc son drapeau. On voit ici donc le colonel Andrieux, héros des forces aériennes françaises libres, qui remet donc le drapeau à la base. 14 novembre 1954, un insigne est créé pour le personnel de la BA-103. Cet insigne reprend les armoiries de la ville de Cambrai avec un avion ouragan dessus. 1er décembre 1954, le 3e escadron de la 12e escadre, le 312, Cambrai, est créé à Mont-de-Marsan, avec le Dog et le Scorpion. Il arrive à Cambrai le 25 mai de l'année suivante. Nous avons eu aussi la patrouille de France sur la base de Cambrai. Alors à l'époque, depuis 1953, il existe une patrouille de France. Au départ, c'était chaque escadre qui, à tour de rôle, faisait une patrouille. Et au cours d'un meeting à Alger en mai 1953, le commentateur Jacques Nottinger, pris dans le feu d'action, puisque juste avant c'était une patrouille américaine, les Sky Blazers, voit cette patrouille de la 3e escadre et puis il annonce ça en disant « Et voici maintenant la patrouille de France ». Et le nom est resté. Je trouve que le nom est sympa, donc voilà, on l'a gardé. Donc en 1955, c'est au tour de la 12 de faire une patrouille à 4 mois avant. Bon, sur cette photo, on voit le Sperre, on voit les... En septembre 1955, le 212 arrive avec ses ouragans. Le taxi Vista 4, avant, il perd ses ouragans et réceptionne ses premiers Vista 4. C'est au tour après du 112 Cambrésis a été équipé de Vista 4. Le Vista 4 étant à l'époque l'équivalent du Rafale, quelque chose pas assez important. Et bien il fallait que l'on voit cet avion lors des meetings. Ce qui fait qu'en 1956, en fait, il y avait 2 patrouilles de France. La 4e escadre de chasse, qui avait eu, avec ses ouragans, avait donc la fonction de présenter la France au cours des meetings. Et du coup, la 4, de Valcarton,
faisait les petits meetings et Cambrai faisait les meetings les plus importants pour montrer justement cet avion qui était pour l'époque assez extraordinaire. L'Ouragan pouvait passer le long du son en léger piqué pour prendre un peu plus de vitesse. Depuis la Toussaint 1954, pour les 1954, eh bien, il y a eu des émeutes en Algérie et c'est ce qui deviendra par la suite la guerre d'Algérie. Et de façon à armer des escadrilles sur avions T6, les avions initialement ce sont des avions d'entraînement, qui ont été modifiés en leur ajoutant des roquettes ou des mitrailleuses sous les ailes. Eh bien, pour armer ces escadrilles en Algérie, l'armée d'air a prélevé dans ses effectifs. Chaque escadre de chasse de France prélevait du personnel, pilote et mécano, pour armer ces escadrilles. La 12 a prélevé du personnel et a créé donc une EAEA, une escadrille d'aviation légère et d'appui, la 572, reprenant comme un signe ce lézard des sables surnommé le Dôme. Une autre escadrille a également été créée, la 1572, les Balbuzards, sur le même type d'appareil, toujours du T6. D'autres personnels de la 12 ont également œuvré dans d'autres EAEA, notamment la 1072 et la 1372. Le 7 mai 57, un accident se produit donc dans Cambrai. Cet accident est un miracle, puisqu'en fait, le pilote qui évoluait en vol au-dessus de Cambrai a été contraint de s'éjecter suite à des problèmes techniques. Son avion est tombé près de la tour des Sottes, puisqu'on aperçoit ici le mur de cette tour, sans faire de victime. On voit donc la maison avec la grille ici, de nos jours, ce sont des photos que j'ai vues il y a déjà quelques années. Le pilote Yvan de Somov donc, est parvenu à s'éjecter, lui est tombé près de l'hôpital de Cambrai. Sain et sauf. Pas de mort, un miracle, sachant qu'il était presque 14 heures et les écoles dans le secteur de la Tour des Sottes, entre le collège Notre-Dame ou l'église de collège Sainte-Croix aussi, qui se trouve tout près, ça aurait pu être dramatique. Le fait de prélever du personnel dans les escadrons de l'escadre a fait qu'il a fallu dissoudre l'escadron. Et c'est le 12 Picardie qui a été dissous donc le 1er novembre 1957. Dans les autres escadres de l'armée d'air, c'était la même chose aussi. Un escadron par escadre a été sacrifié. Du 1er juin 1958 à décembre 1961 se trouvait positionnée sur la base de Cambrai une escadrille de réserve d'aviation légère et d'appui. Cette escadrille est partie ensuite en décembre 1961 à Léguin. Les aviateurs sont des farceurs. Et après, à Colomb-Béchard, un soir, les aviateurs ont créé un monument, ici, avec leur escadrille, le Dove. Ils ont fait ça la nuit. Et le lendemain, donc, la population a découvert un monument un peu bizarre, avec écrit sur la plaque « Au fier héros de l'EAEA 572, la population de Colomb-Béchard reconnaissante ». Du coup, la municipalité s'est sentie obligée de faire une inauguration. Et ce monument, tout à fait le même, on l'a refait sur la version 3, il y a de nombreuses années. On retrouve donc le Dôme. Voilà. Ensuite, le 21 mars 1959, comme toutes les bases de l'armée d'air, la BA-103 a pris un nom de baptême. Le nom choisi était le commandant René Mouchotte. Il faut dire que le commandant de base à l'époque était donc le colonel Jacques Andrieux, héros des forces aériennes françaises libres, qui a très bien connu Mouchotte. Donc, en souvenir de cet aviateur hors pair, eh bien, il a décidé que sa base porterait son nom. On aperçoit d'ailleurs ici le général Valin, qui était le chef des forces aériennes françaises libres en Angleterre. Donc, le journal de l'époque. Cette photo est intéressante puisqu'on voit donc le colonel Andrieux, avec une sacrée croix. Le général Esano, encore un autre héros des forces françaises libres, et la mère du commandant Mouchotte, qui était présente lors de cette inauguration. Oui, j'étais un peu vite, j'ai oublié. Voilà, Madame Mouchotte. Le commandant René Mouchotte, né le
On a plein de choses à dire sur le commandant Bouchotte. J'ai répété dans tout. Je vais essayer de faire ça bien pour rien oublier. Bouchotte est né à Saint-Mandé le 21 août 14 ans. Il apprend à piloter à l'âge de 18 ans. Fait son service militaire dans l'armée d'air comme sergent pilote. Ensuite, il est pilote de réserve et il est mobilisé en 1939, toujours comme inspecteur pilote, à son rang des Argois. Envoyé à Oran en mai 40, il décide le 30 juin suivant de rejoindre la France libre. Avec d'autres camarades, sans autorisation, il réussit à faire décoller le Caudron goéland où ils ont pris place et à se poser à Gibraltar en territoire britannique. En juillet, il rejoint l'Angleterre et les forces aériennes françaises libres et s'engage dans la RAF. Il prend part à la bataille d'Angleterre. Il n'y a d'ailleurs que 13 pilotes français qui participent à la bataille d'Angleterre. Il monte en grade, plus vite dans la RAF que dans l'armée d'air. Et en juillet 1941, il est le premier étranger à commander une escadrille, un flight. Fin 1941, il est affecté au 340e Squadron Île-de-France, un escadron purement français, et participe le 19 août 1942 à l'opération Jubilé au-dessus de Kiev. Promu commandant, il est le premier Français à commander un squadron britannique, le Squadron 65. Le 9 janvier 1943, il prend la tête du 341e Squadron Alsace. Fatigué par les combats aériens et les heures de travail de bureau, il ne prend pas de repos et enchaîne les missions. Il s'épuise. Alors qu'il escorte des bombardiers B-17, des forteresses volantes, venus bombarder le blocos d'Etterbeek, il est descendu en mer le 27 août 1943. Son corps ne sera retrouvé le 3 septembre suivant sur la plage de Middelkerk, près d'Ostende. Son corps sera inhumé en mars 1949 au cimetière du Père-Lachaise. En cherchant un petit peu dans les archives, j'ai trouvé cette phrase écrite par son successeur, Bernard Duvernier. Il est écrit « De l'avis de ses pairs, il sera bien difficile de retrouver un pareil chef. C'était un meneur d'hommes, un chasseur et un gentleman. »